Salut à tous, c'est David. Alors, avant de visionner cette petite vidéo pour savoir si oui ou non le véhicule électrique est une voiture qui est faite pour vous, en 5 questions. Avant cela, je voulais vous parler de 2 choses. Donc, tout d'abord, j'ai mis mon adresse mail dans le descriptif, c'est nouveau. Et puis, je partage également mon lien de parrainage Tesla. J'ai fait une seconde vidéo qui explique comment ça fonctionne et puis surtout qui dit bien que le mieux, c'est de me contacter pour en parler, hein, parce que utiliser simplement le lien de parrainage, sans avoir pris, un petit peu un petit contact, je trouve ça dommage. Et puis, ce que je voulais aussi vous dire, c'est aussi et surtout de liker cette vidéo et puis de vous abonner, hein. C'est ce qui fait la survie de cette chaîne. Voilà, donc ça y est, c'est parti, on lance tout de suite la vidéo. Salut à tous, c'est David, l'électromobiliste. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes éligible? Est-ce que vous êtes compatible avec la voiture électrique? On va voir ça tout de suite en 5 questions. Alors, vouloir une voiture électrique, c'est bien, c'est une bonne intention de se dire que on va consommer moins, hein, des choses comme ça, moins polluer peut-être, vouloir une voiture plus performante, des modèles très sympas. Mais il faut pour autant savoir si vous êtes compatible avec la voiture électrique pour des raisons un peu plus pratiques. Et donc effectivement, pour savoir ça, il faut se poser 5 questions que voilà. La première question, est-ce que vous avez un accès à la prise? L'accès à la prise, pour moi, c'est la raison principale qui va faire que vous allez pouvoir ou pas acheter un véhicule électrique. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, effectivement, il y a des gens qui se disent peut-être que si j'ai pas d'accès à la prise chez moi, je peux aller dans une station de recharge et me recharger une fois par semaine. Maintenant, il y a des véhicules qui ont beaucoup d'autonomie et qui peuvent largement tenir une semaine sans que j'ai besoin de recharger, et peut-être même plus en fonction du nombre de kilomètres que vous faites par jour. Le problème, c'est que on le voit et on le sait maintenant, recharger en permanence sur des chargeurs rapides, donc ce qu'on appelle les superchargeurs de type Ionity ou les chargeurs Tesla, ou alors Total aujourd'hui maintenant qui rentre dans la partie Fastned qui va bientôt arriver sur le réseau français. Tous ces chargeurs là, si on se charge en permanence sur ce type de chargeur, ça va dégrader de façon un peu prématurée la batterie, c'est-à-dire que vous allez perdre en capacité. Donc l'autonomie totale que vous allez avoir va baisser progressivement un peu plus vite que si vous chargez sur une petite charge. Donc l'accès à la prise, c'est effectivement la première chose que vous devez regarder. Vous devez avoir une place de stationnement avec une prise à proximité, pas plus. Vous n'êtes pas obligé d'installer une wallbox. Alors ça peut aider à charger plus rapidement, c'est vrai, mais au quotidien, moi-même, je n'ai jamais eu besoin de wallbox. Ça fait déjà 100 000 km que je roule en électrique, 100 500 pour être précis. Vous n'avez pas besoin d'avoir pour le quotidien, sauf cas particulier, de charge très rapide. En réalité, vous allez vous charger la nuit, donc vous rentrez le soir on va faire un exemple standard, vous rentrez le soir vers 18 h, vous allez brancher votre voiture, vous allez reprendre la voiture le lendemain matin à 7 h du matin, 8 h du matin, donc ça veut dire qu'elle va charger pendant 10, 11 voire 12 heures au maximum. Vous pouvez même la programmer pour qu'elle ne tourne que pendant les heures creuses. À ce moment-là, vous allez charger pendant 7 heures. Et 7 heures, à raison de 15-20 km de recharge par heure, vous pouvez largement récupérer 150 km par charge en heure creuse. Donc ça sert à rien de charger plus vite pour la plus grande partie de la population. Peut-être qu'il y a des gens qui vont rouler plus, mais là, la solution de mettre un chargeur rapide peut être plus pertinente. Et puis, comme je vous le dis, si vous chargez non pas que pendant les heures creuses, mais également pendant les heures pleines, ça va vous permettre de charger beaucoup plus, de récupérer beaucoup plus d'autonomie. En plus de ça,
L'accès à la prise, c'est accès à un tarif réglementé, à un tarif très bas, très préférentiel, donc le tarif domestique. Alors, j'ai pas tous les tarifs, ça va dépendre des abonnements, mais par exemple moi qui suis sur un tarif classique heure creuse, heure pleine, en heure creuse je suis à 11 centimes le kilowatt, en heure pleine je dois être à 16 ou 17 centimes le kilowatt. Toutes taxes comprises, sachant que hors taxe on est en réalité moins cher, enfin on est moitié prix en heure creuse, mais que les heures creuses sont plus taxées. Bref, tout ça pour dire, vous calculez le nombre de kilowatts que vous avez dans votre véhicule. Si vous le chargez uniquement en heure creuse, moi par exemple qui ai un véhicule qui consomme 11,6 actuellement, donc à peu près 12 kW au 100, alors c'est un véhicule très peu énergivore, mais si vous montez même jusqu'à 20 kW, admettons, ça va vous coûter, on va dire 2,50 € pour faire 1000 km, ce qui est extrêmement bas, voilà, pour une berline de type Tesla Model S par exemple. Donc l'accès à la prise, c'est la première chose, c'est vraiment essentiel. La deuxième chose, c'est le nombre de kilomètres que vous allez réaliser par jour. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, l'autonomie des véhicules, elle a grandement augmenté. À l'époque, quand j'ai acheté mon véhicule, c'était pas un de ceux qui avaient le plus d'autonomie. On frôlait les 300 km. On avait même, avec les Tesla Model S, qui étaient un petit peu des ovnis par rapport au monde automobile électrique, on avait même des véhicules voilà, qui montaient jusqu'à à peu près 400 km en réel. Mais il faut se poser la question, combien de kilomètres vous faites au quotidien? Alors, par jour, c'est pas évident d'établir un nombre de kilomètres que vous faites exactement par jour. Parce que vous allez vous dire, oui, effectivement, mon boulot il est à 25 km de chez moi, c'est mon cas, mais ça m'arrive de temps en temps de faire un aller-retour le midi, puis des fois je peux aller faire les courses, tout ça machin. Donc, pour connaître la distance moyenne que vous allez parcourir chaque jour, vous prenez le nombre de fois où vous faites un plein essence par mois et vous le divisez par l'autonomie de votre plein essence et le tout ramené au nombre de jours par mois. Alors, c'est pas un calcul très savant. Si vous avez une voiture qui a 1000 km d'autonomie en essence, admettons, on va prendre des valeurs hautes pour être tranquille, et que vous faites un plein d'essence par semaine. Ça veut dire que ramené au jour, vous faites 200 km par jour sur 5 jours. Alors je ne compte pas le week-end, donc si vous faites plus le week-end, effectivement ça veut dire encore moins par jour. Ça veut dire qu'on divise plus par 5 mais par 7. Donc si vous faites un plein d'essence par semaine, en gros vous faites 200 km par jour. À partir de là, vous pouvez considérer que vous êtes éligible à la voiture électrique. Bien sûr, les véhicules électriques qu'on trouve d'occasion vont avoir des autonomies un peu moindres, mais au quotidien, les voitures électriques déjà qui existent aujourd'hui, elles ont toutes environ, on va dire au minimum, 300 km d'autonomie sur un roulage quotidien, un mix de autoroute, route et ville. Voilà. Alors je prends pour exemple ma voiture qui est une Ioniq électrique qui a une batterie de 28 kWh. Avec cette batterie, on pourrait estimer, alors c'est vrai, c'est la voiture qui consomme le moins au monde, encore aujourd'hui, c'est la moins énergivore. J'ai un mix vraiment de route qui va alterner, je vais avoir 10 km, à peu près 10 km à 130, et après je vais avoir que la voie rapide mais limitée à 110 puis à 90. Donc on peut dire que j'ai une consommation assez importante. Néanmoins, comme je vous le dis, j'ai un véhicule qui consomme peu, j'ai 28 kW et ça me permet de faire dans des mauvaises conditions en hiver environ 180 km par jour. Alors je suis vraiment sur quelque chose de bas, Alors je ne parle pas de faire que de l'autoroute à 130 bien sûr. Moi je dois faire 50 km par jour, donc quand j'ai acheté ce véhicule je me suis dit bon, dégradation de batterie comprise, il faudrait que j'ai 160 km possible au maximum. Donc je l'ai acheté en me disant bon dans 5 ans j'aurais peut-être perdu 10-15% d'autonomie, voire 20% d'autonomie, et donc avec 200 km au départ je vais descendre à 160, et donc je me suis dit ça me convient. Alors la réalité elle a un petit peu évolué, mon point de vue, et en tout cas
la réalité des choses a évolué puisque ma batterie a perdu beaucoup moins que ce que je pensais. En réalité, elle n'a pas perdu du tout. Alors d'ailleurs, vous verrez, j'ai fait une autre petite présentation où j'explique à quel point charger sa batterie sur une prise de courant est important. Plus vous allez charger en rapide, plus vous allez perdre de capacité au fil du temps. Là, moi, ma batterie, j'ai 100 000 km, j'ai pas perdu 1% de capacité. Donc ça veut dire que j'ai toujours l'autonomie de ma batterie identique à ce qu'elle était quand elle était neuve. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est donc le nombre de kilomètres que vous faites par jour. Comparez-le à l'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, vous avez des véhicules qui vont, je vous le dis, facilement faire 300 km. Donc si vous estimez que vous faites 300 km par jour, vous êtes éligible à la prise au véhicule électrique. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, il rejoint un petit peu le deuxième point, c'est la question de l'autonomie. Oui, au quotidien, votre voiture, elle ne va pas avoir besoin de plus de 200-300 km d'autonomie. Néanmoins, quand vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez traverser la France, ou vous allez même partir à l'étranger avec votre voiture. Et là, c'est vrai que en fonction des véhicules, alors il y a certains véhicules qui ont des autonomies qui montent à 500 km, alors même à partir de 400 km en WLTP, on peut considérer que ça peut devenir votre véhicule unique. Mais donc le troisième point pour moi, c'est posséder un second véhicule avec une vraie autonomie. Donc je parle toute énergie confondue. Si vous achetez un véhicule qui va avoir 200 ou 300, dis donc, oh là là, j'avais pas vu, c'est horrible. Si vous partez avec un véhicule qui va avoir 200 ou 300 km d'autonomie, si vous partez avec ce genre de véhicule en vacances, ça va être compliqué. Surtout si vous avez un véhicule avec une vitesse de charge lente, vous allez faire des arrêts tous les 150-200 km sur autoroute, vous allez charger pendant 1 heure à chaque fois, ça va vraiment devenir très compliqué. Donc il faut le reconnaître, le véhicule électrique, c'est l'idéal si vous avez 2 véhicules au quotidien. Donc vous avez un véhicule avec lequel vous pouvez faire des grandes distances, et puis vous avez un autre véhicule pour le quotidien qui vous permet de faire les petits trajets, les moins de 100 km par jour, les choses comme ça, peinard. Vraiment, c'est la situation idéale. Vous avez 2 véhicules, vous avez une prise de courant, même j'ai envie de dire l'autonomie n'est plus à prendre en compte. Moi, je suis vraiment dans ce cas. On a 2 véhicules. Notre autre véhicule, qui est un véhicule thermique, il nous permet effectivement de partir en vacances. Ceci dit, au quotidien, on ne l'utilise quasiment pas. On l'utilise quasiment pas. Alors, est-ce que c'est de l'argent perdu? Bon, c'est un vieux véhicule, donc on évite de lui mettre aussi trop de kilomètres dans les dents. Alors que celui-là, on fait 25 000 km avec tous les ans. Zéro problème, on s'ennuie pas. On fait même des petits trajets de week-end où on part à 200 km de chez nous. On s'assure d'avoir un accès à la prise là où on va. Ceci dit, c'est quand même bien d'avoir un deuxième véhicule, pour l'instant, je dirais thermique, ou alors d'avoir d'investir dans un véhicule avec une grande autonomie qui est 400 voire 500 km d'autonomie réelle, hein, donc au quotidien. Sur autoroute, vous descendrez peut-être à 300-350, mais au moins, bon, ce genre de véhicule, déjà, il faut aussi s'assurer qu'il ait une vitesse de charge rapide. Donc tout ça est vraiment à prendre en compte si vous choisissez de remplacer le seul et unique véhicule que vous avez dans votre foyer. Voilà. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, il ne peut vraiment pas être négligé, on ne peut pas passer à côté, c'est l'argent. Et oui, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Si vous n'en avez pas, ça ne s'invente pas, ça tombe pas quand il pleut. Si vous n'avez pas d'argent, malheureusement, ou si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un véhicule électrique, ça ne pourra pas se faire. Alors, bien sûr, tout ça est à pondérer, à mesurer. Ne pas avoir d'argent, bon, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui sont en difficulté économique et même acheter une voiture d'occasion qui coûte que 5 000 €, c'est compliqué. Donc bien sûr, c'est évidemment un problème. Cependant, je nuance mon propos. Il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place par le gouvernement et parfois dans les régions. Donc actuellement, depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2021, il y a une aide de 6 000 €
qui est offerte pour acheter des véhicules électriques. Donc, bien sûr, ce sont des véhicules électriques neufs. Donc, ça vous permet déjà d'un petit peu de baisser l'accès aux véhicules électriques. C'est intéressant. Et puis, comme je vous le dis, donc, il y a également dans certaines régions, dans certains départements, des primes. Donc, localement, il peut y avoir des aides supplémentaires pour l'achat d'un véhicule électrique. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône actuellement. Est-ce que ça changera? Je ne sais pas. Actuellement, il y a une aide de 5 000 € qui est offerte à toutes les personnes qui achètent un véhicule électrique neuf. Alors, tout ça est bien sûr soumis à certaines conditions, notamment le prix du véhicule. Hein. Si vous achetez un véhicule à 100 000 €, c'est que vous avez les moyens. Donc là, le gouvernement estime que c'est bon si vous avez 100 000 €, c'est pas 5 000 € qui vont changer la donne. Donc vous vous débrouillez, vous mettez les 100 000 € de votre poche. Par contre, l'accès aux véhicules, les premiers prix, par exemple, vous avez la Dacia. Dacia a sorti un premier véhicule électrique qui est pas très cher, hein, je crois qu'il est aux alentours de 20 000 €. Et vous avez donc cette aide de 6 000 €. Alors, l'aide actuelle du gouvernement, elle n'est pas forcément de 6 000 €. Elle est de 6 000 € maximum, à raison de, je crois que c'est 27%. Alors, à vérifier, je mettrai ici le pourcentage exact. Donc, vous avez un pourcentage du prix du véhicule qui est retranscrit en prime et qui va jusqu'à 6 000 €. Donc par exemple, si votre véhicule coûte 20 000 € et que, alors je sais pas, je n'ai pas le prix exact, mais que l'aide elle est de 25%, ça veut dire que vous aurez 5 000 €. Donc 25% de 20 000, ça fait 5 000, donc vous n'aurez que une aide de 5 000 €. Donc ce véhicule vous coûtera seulement 15 000 €. Je dis seulement parce que c'est pareil, c'est à nuancer. Il y a également une aide qui est proposée par beaucoup de banques. Aujourd'hui, dans de très nombreuses banques, donc faites le tour des banques, il y a des prêts à 1% pour l'achat de véhicules électriques et des prêts qui montent jusqu'à, je crois, 7 ans. Donc c'est assez important, mais il faut savoir que acheter un véhicule électrique a une durée de vie beaucoup plus longue que les véhicules thermiques. Ça paraît fou aujourd'hui de dire ça. Moi-même, quand j'ai acheté mon véhicule, je me disais, écoute, s'il fait 200 000 km, je serais content. Aujourd'hui, je vois bien que je suis parti pour un véhicule qui va être en état impeccable jusqu'à ces 300 000 km. Alors, ça ne veut pas dire que je ne le revendrai pas, c'est d'ailleurs au programme, mais ça veut dire simplement que ce n'est pas un véhicule qui va partir à la casse tout de suite. Voilà. En plus de la prime gouvernementale, vous avez également une prime à la casse, justement, qui vous aide qui reprend votre véhicule, je crois, jusqu'à 3, 4, peut-être 5 000 €. Donc ce sera marqué ici. Hein, voilà. Et puis, il y a également pour l'achat des véhicules électriques d'occasion une aide de 1 000 € qui est offerte. Il faut savoir aujourd'hui que les véhicules électriques, alors d'occasion, bien sûr, il faut être vigilant. Je dirais que les premières générations de véhicules d'occasion, alors je vais pas m'étendre là-dessus, je ferai un sujet, voilà, soyons clairs, je ferai un sujet sur les véhicules d'occasion, l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. Voilà. Donc ça, c'était le 4e point. Et enfin, le dernier point, et il est à mes yeux, il faut l'avoir quand même en tête, c'est il ne faut pas changer un véhicule qui n'est pas en fin de vie. Donc, en général, quand on achète un véhicule, c'est qu'on remplace un ancien véhicule par un nouveau. Alors, donc, il y avait cette fameuse prime à la casse qui est accessible pour les véhicules qui sont anciens et qui sont polluants. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de pertinent. Ça veut dire que c'est les véhicules qui ont plus de 10 ans. Par contre, si vous avez un véhicule qui a 3, 4, 5 ans, est-ce que vraiment c'est pertinent de le changer? Alors peut-être que vos conditions familiales ont changé, vous aviez une toute petite voiture, une Twingo à essence ou diesel, est-ce que ça existe? Si vous avez un véhicule qui est pas très vieux, pourquoi le changer? Alors c'est vrai, l'électrique, vous allez faire des économies, c'est vrai, c'est moins polluant, mais jeter une poubelle ou acheter un véhicule, donc fabriquer un nouveau véhicule, ça pollue. Alors d'autant plus les véhicules électriques, vous savez, il est aujourd'hui, c'est un fait, les véhicules électriques,
sur leur cycle de fabrication, polluent 2 fois plus que la fabrication d'un véhicule thermique. Donc votre véhicule thermique, vous l'avez déjà, il a déjà pollué au moment où où il a été fabriqué. Alors oui, il continue à polluer pendant que vous roulez, mais faites encore 40-50 000 km avec, et à ce moment-là, vous pourrez vous en débarrasser. S'il est trop jeune pour considérer qu'il est temps de le remplacer. Voilà, ça c'est les 5 points vraiment qu'il faut prendre en compte. Je vous invite à liker ma vidéo, bien sûr, à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura des tutoriaux qui vont arriver de façon assez fréquente, des petites vidéos explicatives sur le monde de l'électricité et sur un petit peu toute sa complexité pour défricher tout ça. N'hésitez pas évidemment à mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires. S'ils sont pertinents, moi aussi je mets des pouces en l'air sur vos commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère bientôt avoir de vos nouvelles et puis vous retrouver sur d'autres vidéos. Ciao!